Et bonjour Olivier Granilic. Boker Tov Rudy. Alors on commence avec la Syrie, un bombardement israélien qui a ravivé les tensions avec Ankara. Oui, Israël reconnaît avoir frappé la base aérienne d'Abu el-Douhour dans le nord-ouest de la Syrie. Le bureau du Premier ministre affirme que Damas avait autorisé des militaires turcs à se déployer sur cette base malgré les avertissements israéliens. Ankara dément et accuse Israël d'avoir bombardé cette base sans raison. L'émissaire américain pour la Syrie, Tom Barak, met lui en garde contre le risque d'une confrontation directe entre Israël et la Turquie. Selon lui, Ankara n'avait pas été prévenu avant la frappe. Dans la bande de Gaza, Tsahal a frappé hier soir une réunion de commandants de la force Nourba du Hamas dans le secteur d'Al-Shati, c'est près du port de Gaza. Oui, l'armée israélienne affirme que ces hommes et ces terroristes, plus exactement, préparaient des attaques contre les soldats de Tsahal. L'un des responsables visés aurait également participé au massacre du 7 octobre. Selon des sources palestiniennes, 7 personnes ont été tuées et 14 autres blessées. À ce stade, l'armée israélienne n'a pas confirmé si les commandants du Hamas visés ont effectivement été éliminés. Et puis toujours concernant Gaza, les prochaines semaines pourraient être décisives sur la question du désarmement du Hamas. Tout à fait, Rudy, puisqu'une période de 30 jours s'ouvre désormais pour vérifier si le Hamas commence réellement à déposer les armes. Les critères précis doivent permettre de mesurer les progrès réalisés. Et si le Hamas ne respecte pas ses engagements, Israël pourrait alors obtenir un soutien pour mener une opération militaire beaucoup plus large. On prend la direction de Beersheva où un attentat de grande ampleur aurait été déjoué. Oui, on suppose qu'un habitant de Segev Shalom, sympathisant de Daesh, a été accusé d'avoir préparé une attaque contre le club Forum. C'est l'une des principales discothèques de la ville de Beersheva. Selon l'acte d'accusation, il voulait faire exploser une voiture piégée alors que le club était rempli, puis mener une attaque à l'arme à feu. L'homme aurait cherché sur Internet comment fabriquer des explosifs, effectuer des essais dans une cour et se serait même également entraîné au tir. Il avait été arrêté le 19 juillet dernier par la police et le Shin Bet. Sur le plan diplomatique, Israël durcit le ton face au Qatar. Avec une mesure qui concernerait également les contrats déjà signés et toujours en cours d'exécution. Un changement important puisque malgré les fortes tensions politiques avec le Qatar et ses relations avec le Hamas, les entreprises israéliennes avaient continué ces dernières années à fournir à Doha des équipements et des technologies de défense. On parle évidemment politique avec les résultats des primaires du Likoud qui sont tombés. Oui, avec Eli Cohen qui est arrivé en tête du scrutin devant Amir Ohana et Yair Levin, le ministre de la Justice. Derrière eux, on trouve notamment Miri Regev, ministre des Transports, Miki Zohar, et Yoav Kish, ministre de l'Éducation. En revanche, plusieurs ministres se retrouvent beaucoup plus bas dans le classement. C'est notamment le cas d'Idit Silman, Mei Golan ou encore Avi Dichter. Binyamin Netanyahou s'est dit très satisfait du résultat et de cette liste. On parle maintenant de l'enrôlement des ultra-orthodoxes dans l'armée avec des chiffres qui surprennent. Oui Rudy, puisqu'après, alors que le débat est toujours d'actualité, les chiffres montrent que le nombre de Haredim, d'orthodoxes ayant rejoint l'armée a fortement augmenté cette année, en tout cas en 2025 plus exactement, puisque 4298 ultra-orthodoxes se sont enrôlés en 2025, ils étaient 2811 l'année précédente, une augmentation donc de 53%. Dans le même temps, environ 80% des réfractaires au service militaire en Israël seraient aujourd'hui issus de la communauté ultra-orthodoxe. Et puis on va terminer avec une histoire émouvante. 44 ans après la bataille de Sultan Yacoub, eh bien les restes d'un soldat israélien ont été enfin ramenés en Israël. Il s'agit de Yehuda Katz. Il était porté disparu depuis juin 1982 pendant la première guerre du Liban. L'opération a été menée conjointement par Tsahal et le Mossad. Les deux autres soldats portés disparus lors de cette bataille avaient déjà été retrouvés. Il s'agissait de Zachary Bomel il y a déjà plusieurs années et Tzvi Feldman en mai dernier. Avec le retour donc de Yehuda Katz, les 3 soldats disparus de Sultan Yacoub sont désormais revenus en Israël.
À la 8h05, comme chaque jour à cette heure-là, nous allons jeter un coup d'œil sur la météo de ce mercredi 19 août en Israël avec un temps qui sera agréable. Après la dissipation plutôt des nuages matinaux, une température qui vont légèrement augmenter. Il fera aujourd'hui jusqu'à 30 degrés à Haïfa, 32 à Tel Aviv, 30 degrés ici à Jérusalem, 34 à Beersheva et 41 degrés à Eilat. Mathieu Clouvel-Gerverso est arrivé à Tel Aviv un an avant le 7 octobre. Un début de mandat presque impossible à imaginer avec les attaques du Hamas, la guerre, les otages, l'inquiétude de la communauté française. Après donc près de 4 ans passés en Israël, le consul général à Tel Aviv arrive aujourd'hui au terme de sa mission. L'occasion de revenir avec lui sur ce mandat, sur ce qu'il a vécu, sur son regard sur la société israélienne et sur les Français d'Israël. Mathieu Clouvel-Gerverso, bonjour, merci d'être avec nous. Un grand plaisir de vous retrouver et d'être avec vous aujourd'hui. Et merci d'être venu dans notre studio à Jérusalem pour cette dernière interview, en tant que consul général en tout cas. Alors comme je le disais en introduction, vous êtes arrivé à Tel Aviv quelques jours seulement, un mois avant le 7 octobre. C'était une année en fin de compte, j'étais arrivé en Vous étiez arrivé un peu plus, d'accord. Et vous imaginez sans doute pas que votre mandat allait être totalement chamboulé par cet événement. D'abord, comment vous avez vécu ce 7 octobre ? Une première façon que je vois, c'est quelque part à titre plus personnel, c'était le bon moment. Ce que j'ai pu bâtir et construire, je pense qu'il y a 5 ans, 10 ans ou 15 ans, j'aurais pas eu l'expérience, ni peut-être l'épaisseur ou la solidité pour le faire. Ça, c'est à titre plus personnel. Ça a été un choc gigantesque, ce 7 octobre, très très fort. Beaucoup de cendres, beaucoup de larmes, beaucoup de shiva, beaucoup d'enterrements. On a eu 53 victimes, des familles de 8 otages à suivre, une fraternité et un humanisme et des rencontres extraordinaires pour la vie. Ces familles-là étaient très très belles. Et puis aussi beaucoup de cendres et beaucoup de peine et de dureté, parce qu'un pays qui souffrait, une société, une communauté française qui a beaucoup souffert et qu'il fallait accompagner le mieux possible. Donc dans ces moments-là, on agit et on ne pense plus. Il y a un moment spécifique que vous vous souvenez, qui va venir, qui restera avec vous pour longtemps ? Clairement, le premier, je crois que c'était la première fois où on s'est retrouvé avec, à ce moment-là, on était une quarantaine dans la salle. C'était autour de la ministre Colonna et on s'est retrouvé avec toutes les familles des victimes et d'otages. Et à ce moment-là, on recherchait tout le monde. Et donc ce moment avec ces familles qui tremblaient, leur corps tremblait, ces visages, ces voix qu'on a gardées depuis, je ne l'oublierai jamais. Ça, c'est le premier moment. Et le deuxième, peut-être plus anecdotique pour faire sourire tout de même, c'est quand mon adjoint m'a appelé à 7h du matin le 7 octobre pour me dire « Mathieu, il y a des missiles de Gaza, il faut que tu viennes au consulat général. » Je lui ai dit Olivier, t'es gentil, mais des missiles de Gaza, depuis un an, on en a eu beaucoup. Donc un samedi matin, 7 octobre, non, quoi. Ma vie de famille me dit, là, je crois qu'il faut vraiment que tu viennes. Et ça a été le début d'un drôle de tunnel. Comment on gère ces situations d'une façon humaine, justement, quand on est face à ces familles des otages, face à ces familles de victimes ? Il y a une façon professionnelle et personnelle. Façon professionnelle, je crois vraiment à la préparation. D'abord, je ne suis pas seul. J'étais avec 2 adjoints, des équipes, une équipe très mobilisée. Et on était prêts ce jour-là parce que on se prépare toujours pour la crise qui n'est pas arrivée. Donc, on avait un dispositif mis en place. Vous savez qu'on avait juste besoin de mettre un polo et un jean et être au consulat général. Et on savait dérouler nos processus. Donc ça nous rassurait. Ensuite, sur le plan humain, c'est comment vous vous sentez avec la communauté. Je l'ai dit plusieurs fois, j'ai une des plus belles communautés françaises au monde. Et cette fraternité, cette chaleur, il fallait l'entourer. Donc, c'était une évidence. Alors justement, quelles ont été les premières priorités après le 7 octobre ? La première, ça a été de certaines familles. On est resté dans l'ombre et volontairement les premiers mois ou les premières années, mais il y a des familles qu'il fallait sortir des kibboutz.
Et ça, avec l'aide de Tsahal et des autorités militaires et policières, on a pu sortir et préserver plusieurs familles. C'était la première chose. Après, ça a été s'occuper des blessés qu'on a eu dans la communauté française. Et ensuite, très rapidement, c'était accompagner les familles, c'était retrouver nos victimes. Au départ, on en avait 1, puis 2, puis 3, puis 5, puis 10, puis 15, puis 20. On est monté donc à plus de 50. Et bien entendu, le travail de l'ombre, et ça pas seul, on peut critiquer les autorités françaises, qu'on est français, franco-israélien, on sait faire. Mais s'il y a un domaine moi, où j'ai trouvé extrêmement bon de nos autorités et plus mobilisés que les autres, c'était pour sortir nos enfants et sortir Mi-Hachem des griffes du Hamas. Et là-dessus, il y a eu des choses, voilà, ça sortira dans 5 ans, 10 ans, qui ont été faites sur le plan administratif, juridique, consulaire. Jour et nuit, ça a bossé à Matignon et à l'Élysée, et on y est arrivé. Alors, vous parliez de la communauté française, vous l'avez découverte pratiquement à votre arrivée à Tel Aviv. Est-ce qu'il y a eu une différence entre la communauté française avant le 7 octobre et après le 7 octobre ? Clairement. C'est une communauté déjà très très belle traditionnellement parce qu'elle a un lien à la France, à la République qui est particulièrement touchant. On ne rend pas indifférent. C'est compliqué d'être franco-israélien, c'est compliqué pour chacun de nos citoyens parce qu'on est doublement contestataire, on est sur 2 cultures. On n'arrive pas à être uniquement israélien, il y en a qui essayent, ça ne marche pas toujours très bien. Être uniquement français en Israël, on a du mal à avancer, donc il y a cette dualité qui est très belle et très touchante. Et ce rapport à la France et la République hors norme. Après le 7 octobre, ça a été une déstabilisation effroyable. Donc beaucoup de tristesse, beaucoup de colère, parfois du désespoir, parfois être perdu, et il fallait les accompagner. Nous, on le sentait déjà quelque chose de monté avant, c'est-à-dire que c'est une société qui a un rapport à la nationalité et à l'histoire à part. Du fait d'avoir été en communauté, en minorité pendant assez longtemps, et puis de la jeunesse de l'État d'Israël. Et on le sentait monter depuis janvier 2023, un petit peu ses doutes et ses états d'âme. Depuis, c'est une société qui a eu besoin d'être rassurée. Une année normale, on fait 8000 passeports, on en a fait 16 000 les années suivantes. Une année normale, on fait 2-3 000 actes de naissance et livrets de famille, mariage. On est monté à 6 000, 6 500. On est devenu le premier poste au monde. Comment vous l'expliquez ? C'est un besoin d'avoir un plan B. C'est-à-dire qu'on reste fièrement israélien et Israël est important quand on est, notamment quand on est français juif. Mais on ne sait jamais. Il y avait un doute qui s'est mis là. Et pour la première fois, il y a eu une attaque massive de type pogrom et destructrice des corps et des âmes sur la terre d'Israël. Donc pour les enfants et les petits-enfants, il faut être rassuré, il faut être accompagné. On ne sait jamais. Alors, vous avez découvert la communauté francophone en Israël, mais aussi vous avez découvert la société israélienne. Et après 3 années aussi particulières, quel regard portez-vous aujourd'hui sur la société israélienne ? Ça reste une société extrêmement touchante qui continue, contrairement à l'image parfois déformée qu'on peut en avoir dans certains médias occidentaux, qui est parcourue par des failles, par des doutes. Ça reste une belle démocratie avec ses divisions, ses questionnements. Et c'est la beauté de la société israélienne et de notre communauté française. C'est-à-dire quand vous avez une manifestation, une contestation autour d'un rond-point, ça traduit toujours quelque chose. Donc c'est une société extrêmement vivante qui doute et qui souffre. Il y a une image que j'aime beaucoup rappeler, c'est une personne que j'apprécie beaucoup dans notre communauté qui m'avait dit quelques mois après le 7 octobre, c'est terrible, une personne profondément humaniste, j'arrive plus à sentir de la peine pour les enfants de Gaza. Elle me dit, je me regarde dans un miroir et je peux pas supporter ça. Et ça m'avait choqué sur le moment, parce que sur des enfants, c'est quelque chose d'assez universel. Et très rapidement, elle est revenue me voir en disant, mais non, mais c'est revenu. Et bien entendu, tous les enfants du monde, c'est les enfants de la Terre, quelles que soient nos idées ou nos religions, on les poursuit, même s'ils ont pu parfois être, comme dans tout pays, être abîmés ou extrémisés. Donc c'est une société, je trouve qu'il y a un point commun entre la France et Israël, c'est que dans le monde, on est très exigeant. On ne laisse pas indifférent, la France comme Israël. Donc tout le monde a un avis sur Israël, comme tout le monde a un avis sur la France. On n'a pas demandé aux Américains, après ce qui s'était passé en septembre, et les attentats, de sortir tout de suite de la colère et de la peine. Et Israël n'en est pas encore sorti. Et nous, c'est notre rôle un petit peu d'amis et
quand on aime ce pays et cette communauté, c'est de leur dire parfois attention, la colère et la peine, on la comprend, on l'accompagne. N'allez pas sur des terrains qui vont vous faire très très mal à long terme. Mais quand vous voyez justement cette façon dont est perçu Israël dans les médias ou dans les sociétés européennes occidentales, et quand vous voyez, vous connaissez-vous de près cette société, vous voyez cette différence, ce contraste, est-ce que quelque part c'est un peu frustrant pour vous? Après, c'est universel, hein. On a ça dans tous les pays du monde. Il y a une déformation qu'on peut avoir et qu'on ressent. Oui, c'est le cas. C'est-à-dire que moi, j'ai tenu pendant ces 4 années à montrer l'humanisme, la diversité, les doutes et toutes les belles parcelles éclairées et lumineuses, notamment dans la communauté française en Israël. C'est ce qui la rend passionnante et c'est ce qui fait croire en l'avenir. Alors, votre mandat, il faut en parler aussi, a été marqué par des tensions, des fortes tensions entre Paris et Jérusalem. Alors, c'est vrai que le consul est moins impliqué, on va dire, dans ce genre de questions de politique. Mais comment vous les avez vécues, vous, sur le terrain? Déjà, c'est ce que vous évoquez, qu'on est consul général, et on l'a beaucoup fait avec l'ambassadeur, c'est de veiller à ce que la communauté française soit toujours protégée, accompagnée, entourée de chaleur et de fraternité à tout moment, quelles que soient les difficultés qu'eux ont antérieurement ou ce qui peut se passer sur relations bilatérales. C'est préserver notre communauté française et préserver leurs services et les entourer le plus possible avec l'équipe, avec le meilleure assistance possible, imaginable en tout moment. Un but que j'ai avec l'équipe et qu'on a gardé, c'est que je voulais qu'ils viennent. C'est compliqué pour un Français juif ou un Franco-israélien de venir historiquement dans une autorité française, une préfecture, un consulat. Il n'y a pas besoin de développer pourquoi. Moi, ce que je voulais, c'est qu'ils ressortent tous rassurés, avec un service parfait et avec le sourire aux lèvres. Ensuite, une relation bilatérale, voilà, il y a des hauts et des bas. On a connu pas mal de bas. Nous, notre rôle de diplomate et d'observateur, c'est de tout faire pour trouver des ponts, des liens, reconstruire et de montrer les enjeux, les intérêts et la beauté de part et d'autre. Vous pensez que malgré tout, les relations entre les deux pays, entre les deux sociétés restent solides? J'ai aucun doute. Ouais, j'ai vraiment aucun doute pour plein de raisons. Idéologique, culturel, culinaire, de tout ce qu'on a en commun, cette façon de douter, cette façon de contester, cette façon de protester, cette façon d'être de 3 dans une salle et d'avoir 4 opinions et 5 divisions qu'on peut avoir. Je pense qu'on a énormément en commun. J'ai aucun doute à cet égard. Alors, on a parlé de diplomatie, mais bon, le consul, comme on dit, c'est la vie quotidienne des dizaines de milliers de Français qui vivent ici en Israël. Alors, qu'est-ce qui a concrètement changé pendant votre mandat? Qu'est-ce que vous avez fait de nouveau, on va dire? Une première chose que je voulais souligner, c'est que ça n'aurait jamais été fait sans tous les appuis que j'ai pu avoir, bien entendu, au niveau de l'ambassade et à Paris. C'est-à-dire qu'après le 7 octobre, quelque part, je suis devenu un consul général qui a pris des mauvaises habitudes. Dès que je demandais quelque chose à Paris, on l'a eu. Un nouveau consulat général, tout neuf pour servir la communauté, on l'a eu. Doublement des budgets dans le domaine social, on a pu l'avoir. Des renforcements humains, on a pu les avoir. Donc ça nous a permis d'avoir des services assez exceptionnels. À mon arrivée, et d'abord je voudrais rendre hommage à ma prédécesseur qui avait été extraordinaire pendant le Covid. On a pu continuer de réduire les délais. On est passé pour les délais passeport de 40 jours à 1 jour. Par rapport à ce que vous dites, ce que vous avez demandé, vous avez eu de la part de Paris ou de l'ambassade, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a une importance particulière de la communauté francophone en Israël au Quai d'Orsay? Ah oui. Et ça, c'est pas toujours vu. En gros, et c'est normal, on se focalise que ce qui ne va pas, ce qui ne convient pas, les différences, pas sur ce qui rassemble. Des personnes qui sont très attentifs à la relation entre la France et l'Israël à tous les niveaux au sein du Quai d'Orsay. J'en connais beaucoup et on est beaucoup à en faire partie. Et chaque fois que j'ai eu besoin de budget, de renfort, de choses complémentaires, c'était oui pendant 24 heures et c'était les priorités ont été données sur l'accompagnement de la communauté française en Israël, c'est clair.
Donc aujourd'hui, les démarches, aujourd'hui, on peut dire que les démarches pour passeport, carte d'identité, vous nous avez dit que ça avait pratiquement doublé, hein, Oui. le nombre de demandes de passeport. Est-ce que c'est plus simple aujourd'hui pour un Français, hein? C'est ce qu'on a vraiment essayé de tout faire avec l'équipe, c'est-à-dire les délais de passeport, on était à 40 jours, on est passé à une journée pour avoir un rendez-vous. État civil, on était à 4-5 mois, on est passé à 15 jours pour avoir son livret de famille. Le but, c'était que chacun voit que c'est tout par Internet, tout par courrier, simplifié, et qui viennent avec, en étant accueillis avec le sourire, que tout soit modernisé et extrêmement rapide. Et c'est pas moi qui ai fait ça, c'est l'équipe qui l'a fait, clairement. Alors, comme on a dit, vous avez commencé votre mandat un an avant le 7 octobre. Est-ce qu'aujourd'hui, c'est difficile de quitter Israël? Oh, c'est un pays extrêmement touchant. C'est une communauté moi, pour laquelle j'ai une affection et une tendresse particulière. Enfin, je dis toujours, quand je m'ennuie, eh bien, voilà, je vais à la rencontre d'un rescapé de la Shoah, d'un enfant caché, d'une personne voilà, qui bat, de nos éclaireurs. Il y a des très, très, très beaux profils dans notre communauté. Donc c'est une communauté touchante et qui a ce lien à la République, à l'histoire, et ce petit grain de doute et d'humanisme que j'aime. Voilà, tant que ces deux grains ne sont pas perdus. C'est ce que vous emportez avec vous de ces années? Clairement. Ces deux petites graines, oui. Et pour terminer, qu'est-ce qui va vous manquer le plus de Tel Aviv ou d'Israël? La lumière. C'est de la lumière à part. Voilà, c'est une lumière incomparable. Vous savez déjà la prochaine destination? Oui, consul général à Atlanta. Atlanta. Bon, c'est autre chose. J'espère en tout cas que vous aurez autant de plaisir à être consul général. Et en tout cas, merci pour ces 4 années donc, à Tel Aviv. Et voilà, si vous voulez dire un dernier mot Déjà, je voudrais rendre hommage à ma prédécesseur. C'est toujours un relais d'équipe. Mon successeur, Cédric Pelletier, qui va prendre ses fonctions la semaine prochaine. Et un grand merci à l'ensemble de la communauté pour toute cette chaleur et cet humanisme qu'ils ont pu m'apporter au fil des mois. Très bien, merci beaucoup Mathieu Clouvel-Gervaisseau d'avoir été avec nous aujourd'hui et bonne chance pour le futur. Merci à vous. Et à la une ce matin de la revue de la presse et des quotidiens israéliens, l'analyse des résultats des élections primaires au Likoud. Et on commence avec Shirit Avitan Cohen du Israël Hayom qui estime que le plan de Binyamin Netanyahou a dans l'ensemble plutôt bien fonctionné. Les candidats les plus proches de lui occupent le haut du classement, comme Eli Cohen qui arrive premier devant Amir Ohana et Yair Levin, et du côté des femmes, Miri Regev. À l'inverse, plusieurs personnalités considérées comme plus indépendantes ont été repoussées vers le bas de la liste. C'est le cas notamment de Nir Barkat ou de David Bitan. Mais elle souligne surtout une faiblesse pour le Likoud. La liste issue de ces primaires apporte très peu de nouveaux visages et manque aussi, selon elle, de femmes, de réservistes, de profils sécuritaires et de représentants des nouveaux immigrants. Conclusion du quotidien Israël Hayom, Binyamin Netanyahou a réussi à reprendre le contrôle de son parti. Reste à savoir si cette liste lui permettra aussi de gagner les prochaines élections. Dans le Yediot, Merav Batito estime que les militants du Likoud ont surtout récompensé la loyauté à Binyamin Netanyahou. Son constat est très dur. Selon elle, les primaires ont montré qu'un parti qui a relégué au second plan la responsabilité politique, le consensus et même, écrit-elle, les valeurs de l'État. Et surtout, elle souligne ce qui a été presque totalement absent de la campagne, le 7 octobre, et la question de la responsabilité politique dans la catastrophe. Conclusion très sévère de la journaliste, les militants du Likoud disposent grâce aux primaires d'un véritable pouvoir pour sanctionner ou récompenser leurs dirigeants, mais cette fois, estime l'éditorialiste du Yediot, qu'ils ont surtout choisi de préserver le système et la loyauté à Binyamin Netanyahou. Puis toujours au chapitre politique ce matin, il est question d'un nouveau parti qui pourrait voir le jour à droite. Selon Daphna Liel de la chaîne 12, Youssef Haddad pourrait s'allier avec le général de réserve Ofer Winter
et Lali Dery, mère endeuillée qui a perdu son fils Saadia pendant la guerre. Les trois travaillent à une éventuelle liste commune avec l'idée d'annoncer leur accord au dernier moment afin d'éviter les pressions politiques, notamment celle de Binyamin Netanyahou. Youssef Haddad confirme qu'il réfléchit sérieusement à une entrée politique. Ofer Winter ne dément pas et appelle simplement à la patience, et Lali Dery affirme, elle, ne pas s'occuper de politique pour le moment. Et dans le Yedéot aussi, ce matin, un aspect sécuritaire avec Ron Ben-Ishai qui revient, bien entendu, sur le bombardement qui a eu lieu cette nuit en Syrie. Bombardement israélien, bien entendu. Et il estime que cette frappe avait surtout un objectif stratégique, tracer une ligne rouge face à la Turquie. Selon lui, Ankara cherche depuis la chute du régime d'Assad à renforcer sa présence militaire en Syrie, notamment en installant des radars et des systèmes de défense anti-aériens. Le problème pour Israël est très clair. De tels systèmes pourraient limiter la liberté d'action de l'armée et surtout de l'armée israélienne dans le ciel syrien. Cette fois, la frappe contre la base d'Abu al-Douour aurait donc un double destinataire. D'abord, Erdogan, le président turc. Israël ne permettra pas à la Turquie de s'installer militairement dans les zones stratégiques susceptibles de menacer sa liberté d'action. Mais le message vise aussi le dirigeant syrien Ahmed El-Shara. Pour le Yedéot, Israël veut lui faire comprendre qu'il ne peut pas laisser Ankara renforcer sa limite sans limite sa présence en Syrie. Et sur Gaza, une critique ce matin très sévère du rôle de Jared Kushner dans le projet de reconstruction de la bande de Gaza, justement. Et l'Israël Hayom reconnaît que le plan présenté à Binyamin Netanyahou peut sembler être séduisant sur le papier, mais il s'interroge sur les véritables motivations de Kushner. Selon lui, son implication ne serait pas seulement diplomatique, il rappelle ses liens très étroits avec les pays du Golfe et ses intérêts économiques dans la région. Le journaliste estime donc que la reconstruction de Gaza pourrait aussi devenir un immense marché d'investissement et de profit. Et ce matin, il est question aussi d'antisémitisme sur les terrains de sport et des sportifs qui refusent encore de serrer la main d'un Israélien. D'autres préfèrent abandonner une compétition plutôt que de l'affronter. Et puis, dans certaines tribunes, les slogans haineux se multiplient. Dans les Israël Hayom de ce matin, Revital Kravkovski estime qu'il ne s'agit pas d'incidents isolés. Elle fait le parallèle avec les Jeux olympiques de Berlin en 1936 et rappelle que l'exclusion commence souvent bien avant les lois et les persécutions. Sa conclusion est donc claire. Les grandes fédérations internationales doivent réellement sanctionner les athlètes, les clubs ou les supporters qui boycottent des Israéliens en raison de leur nationalité. Parce que, écrit-elle, ce n'est pas seulement un problème de sport, c'est un problème de société. Et pour terminer cette revue de la presse, tous les quotidiens reviennent sur le retour en Israël, les restes de Yehuda Katz, 44 ans après la bataille de Sultan Yacoub. Avec lui se referme l'un des dossiers les plus douloureux de l'histoire du renseignement israélien. Zachary Bommel avait été retrouvé en 2019, Zvi Feldman en 2025 et désormais, donc depuis hier, Yehuda Katz pour Onen Bergman du Yedéot Ahronot. Ce résultat est surtout le fruit de décennies de travail du Mossad, du renseignement militaire et de plusieurs unités spécialisées. Et il résume ainsi l'esprit de cette opération. Israël n'abandonne aucun de ses soldats, même 44 ans plus tard. Une étude du JPPI menée auprès de jeunes non religieux âgés de 15 à 18 ans montre que 46% d'entre eux estiment que leurs amis respectent davantage des traditions juives qu'auparavant. Et puis il y a aussi d'autres résultats et d'autres
résultat très intéressant de cette enquête et de cette étude que nous allons voir avec notre invité Dov Maimon. Dov, bonjour, merci beaucoup. Vous êtes justement chargé de mission au JPPI et vous avez fait donc avec vos personnes qui travaillent dans cet institut donc une enquête auprès de jeunes Israéliens pour savoir un peu leur niveau de religion, de leur rapport avec la tradition. D'abord, c'est la première fois que vous faites ce genre d'enquête ? Alors, très bien. D'abord, bonjour chers auditeurs, bonjour Olivier. Alors, on avait fait une étude déjà en avril-mai. On a un cluster de 10 000 Israéliens. Alors, c'est un truc très et qui est très ciblé, puisqu'on sait exactement par rapport au centre de statistiques israélien qu'il est très, très représentatif. On a la même chose aux États-Unis. Malheureusement, en France, on n'a pas réussi encore à le construire. Et donc, ça nous permet d'avoir en temps réel qu'est-ce qui se passe dans la société israélienne. Ça nous donne un baromètre qui nous permet évidemment ensuite de prendre des décisions et de recommander au gouvernement quoi faire. Alors là, on avait vu que déjà, il y avait un mouvement énorme de retour de religieux depuis le 7 octobre. D'accord ? Les gens, 79% des Israéliens sont mis à prier, y compris énormément de gens athées. On ne sait pas pour qui ils prient, mais ils savent que la prière fonctionne. Ils savent que la prière... Ils ont prié pour les otages, ils ont prié pour le retour des otages, pour les soldats. Ils ont prié pour tout ça. Les gens lisent les psaumes, les Tehillim, les gens mettent les téphilines. On savait tout ça. Et là, on a voulu faire un focus group. Ça veut dire on prend plein de jeunes dans des petits groupes et on leur commence à faire une étude qualitative. Cette fois-ci, et là, c'est une étude qualitative. On a essayé de comprendre, mais qu'est-ce qui se passe dans la tête d'un jeune ? Un jeune, d'habitude, il a envie de se promener avec sa copine, main dans la main sur la plage. Comment il va aller sortir de tout ça, de toute la modernité, pour retourner dans un monde prémoderne, de la folie des gens qui croyaient à des choses obscurantistes, comme quoi il y aurait un Dieu, il y aurait une mission sur Terre, qu'il y aurait un sens à la vie. Bon, alors qu'on a lu Camus, on a lu Sartre, il n'y a pas de sens à la vie, la vie ne sert à rien, la vie est un hasard et la nécessité. Enfin, toutes ces choses-là qui conviennent plus vraiment dans la situation en Israël, vu la situation dans laquelle on vit. Alors, est-ce que ça veut dire, Dov, qu'il y a un retour, que la jeunesse israélienne plutôt se rapproche de la religion depuis le 7 octobre ? Alors voilà, là je vais reprendre encore un peu de hauteur et en fait, chaque fois qu'on a de l'antisémitisme dans le monde, c'est plus général que seulement en Israël, on a un effet de polarisation. Une partie des Juifs vont diminuer leur profil juif pour éviter d'être... parce que ça crée du malaise autour d'eux. Donc une grande partie des Juifs vont se cacher, vont faire de l'amnésie volontaire. Et puis une petite partie vont se renforcer, vont être rattrapés par leur identité. On l'a vu dans le monde entier. En France, c'est un phénomène incroyable. Aux États-Unis, énormément de Juifs. Donc tout à coup, envie d'être Juif s'affirme comme Juif. On voit, c'est surtout ce qu'on voit. Ce qu'on ne voit pas, c'est les autres. C'est à l'étranger, ça. Ça, c'est à l'étranger. En Israël, on peut pas se cacher d'être juif parce que de toute façon les missiles tout tombent sur la tête. Et donc là, on a un mouvement entier de gens qui disent apparemment, on est... Alors, sur des raisons parfois grégaires, parce que quand les avions israéliens bombardaient Téhéran, il y avait 7 millions de Juifs, ou 10 millions d'Israéliens qui étaient dans les abris et qui priaient, parce que qu'est-ce qu'on peut faire dans des abris quand on se retrouve avec tous nos voisins ? Et ça crée du lien social et des gens qui se disent qu'il faut qu'on occupe notre temps. Donc, un peu comme dans le deuil, les gens se mettent à prier. Donc, on a eu un phénomène qui est général, de retour à soi, d'entre-soi. On est dans l'entre-soi, un peu comme en France, où les gens, depuis le début des années 2000, et de plus en plus, les gens sont de plus en plus à avoir des amis juifs autour d'eux. Ici, c'est pareil, la religion. Donc aujourd'hui, l'identité majeure, et ensuite, il y a les changements démographiques, ça veut dire... Plus de 50% des enfants qui sont en école maternelle ou en primaire sont dans des écoles religieuses. Ça veut dire qu'il y a tout à coup la majorité d'Israéliens. L'identité par défaut en Israël, c'est une identité traditionnaliste, voire religieuse. Ça, c'est un premier phénomène. Ensuite, il y a eu l'armée. Les jeunes sont partis à l'armée. Et à l'armée, ils ont rencontré tous ces jeunes religieux qui ont beaucoup de yeshivas. On sait que 50% des jeunes qui sont morts sont des religieux, 50% des blessés, 50% des combattants dans les unités d'élite et dans les unités combattantes. Donc on a plus de 50%. Donc c'est tout à coup l'éthos israélien, c'est de dire Bezrat Hashem, si Dieu veut, on va prier, on va rentrer dans la guerre, on comprend qu'on a une mission qui nous dépasse. Donc il y a eu ce sentiment religieux qui est, pour des raisons un peu grégaires, on a peur de mourir, on a peur que ça nous tombe dessus. Donc il y a des raisons aussi qui peuvent paraître un peu presque superstitieuses. Et puis, mais ce qui est très intéressant, et on va en parler tout de suite, c'est que c'est un judaïsme postmoderne. C'est pas la prémodernité. On retourne pas au judaïsme de dire quoi, un postmoderne ? C'est quoi les pratiques qui se répètent ? Alors voilà, on a essayé d'identifier qu'est-ce que font ces gens-là et qu'est-ce qu'ils font pas. Alors,
En vérité, on a des pratiques non intrusives. Je vais expliquer. Mettre les téphilines, quelqu'un vous demande de mettre les téphilines ou de participer à une prière. Pourquoi pas après tout? Ça m'empêche pas de vivre. Donc les gens vont sortir 4 soirs par semaine, 5 soirs par semaine en boîte. Et puis le vendredi soir, ils disent, ah non, le Shabbat, je fais le Shabbat. Et c'est quelque chose, c'est aussi un ancrage identitaire. C'est-à-dire, je suis quelqu'un qui n'est pas simplement de vivre comme ça. J'ai aussi un sentiment, je veux donner ma place. Un peu comme les Juifs de Kippour. En fait, c'est la même chose qu'on connaissait chez les Juifs qu'on connaît en France. Les Juifs qui allaient une fois par an, là-bas c'était très sérieux. Le reste de l'année, après, on doit négocier parce que c'est compliqué. Donc, on va continuer à vivre comme on a envie. Et en plus, donc on voit ces phénomènes incroyables dont on parlait hors antenne, ces gens avec ces tzitzit dehors, sans kippa, ces filles avec un décolleté énorme et qui veulent manger strictement cachère et qui ils sortent tout à coup leur livre de Tehillim, leur livre de prière et qui commencent à prier des heures et des heures avec une intensité incroyable. On a vu en ce moment, il y a les slichot, ceux qui veulent aller au kotel. Ça n'a rien à voir avec tout ce qu'on a pu connaître en France, même le jour de Kippour, au moment de la Neila. C'est un phénomène incroyable et ça devient, c'est pas seulement un phénomène de mode, c'est un phénomène du peuple juif qui revient sur sa terre, qui se retrouve dans son identité, qui se trouve la fusion. Le peuple juif, on a un petit peuple, mais une grande famille. Il se passe un phénomène incroyable où tout à coup on a une cohésion qui fait que qui sommes-nous? Nous ne sommes pas des Israéliens, nous sommes des Juifs. Il y a quelque chose de très intéressant dans votre étude, c'est que les jeunes disent que leurs amis sont plus pratiquants. C'est-à-dire que, en fait, ils regardent les autres et c'est pas tellement eux qui sont pris en compte. En fait, c'est toute une compagnie d'amis, de sociétés qui devient plus pratiquante. Alors là, c'est un des points les plus essentiels sur ce qu'on a voulu travailler. Les gens qui ont fait cette étude, notamment Shmuel Rosner, qui ont beaucoup étudié et qui sont des grands spécialistes des statistiques, on sait qu'il y a l'identification ou pas d'identification. Est-ce qu'on a ose de dire, quand les gens, on leur demande combien vous gagnez, ils disent toujours un peu plus cher que ce qu'ils sont. Quand on leur demande, est-ce que vous trompez votre femme, ils disent pas du tout. Parmi vos 4 meilleurs amis, il y en a 3 qui trompent leur femme. Alors après, nous, on fait des recoupements. Donc il y a quelque chose, il y a des choses qu'on n'a pas envie de dire. C'est encore difficile dans la société israélienne de dire, moi, je vais devenir traditionnaliste. Pourquoi? Parce que traditionnaliste en Israël, c'est associé aux séfarades des villes de périphérie, c'est associé à ces gens qui allument la télé, qui font le kidouche, et qui sont dans la pensée moderne. C'est pour ça que j'arrive à la postmodernité. Alors, c'est des gens qui sont dans une paresse intellectuelle. Ils n'ont pas encore décidé. Alors, ils veulent faire Shabbat ou ils veulent pas faire Shabbat? Ils veulent aller à la plage ou Alors, tous ces gens-là, on a un problème avec eux. Tout à coup, c'est plus seulement un problème, c'est qu'en fait, ces gens, on est dans une identité fluide. On revient comme c'était avant la modernité. C'est-à-dire des identités où les gens étaient ils font du bricolage. C'est ce que Léo Strauss, le grand anthropologue, appelle ça le bricolage. On fait tous notre bricolage. On fait notre cuisine. Personne n'est complètement religieux. Moi-même, on mange en général très peu chez les gens, y a des gens qui mangent pas chez moi. C'est pas grave, c'est comme ça. Chacun peut se positionner plus religieux, moins religieux. Et comme dit le Rav Cherki, le religieux, l'anti-religieux ou le laïque en Israël sont diamétralement opposés, mais ils sont à la même distance de Dieu. Ça veut dire qu'en vérité, on est en train de découvrir une nouvelle façon d'être proche de Dieu, proche du judaïsme. On est en plein au mois d'Elul maintenant. On est en train de vivre, et le peuple juif est en train de revivre une religion qui n'a rien à voir avec tout ce qu'on a connu en diaspora. C'est une spiritualité qu'on revient comme à l'époque des prophètes. Alors, est-ce qu'il n'y a pas un risque quelque part, je ne sais pas si vous avez pu vérifier ça dans votre étude, est-ce qu'il n'y a pas un risque quelque part que comme vous dites, ce retour qui dépend un peu après le 7 octobre, qui est surtout sur certains points de la religion, est-ce que ce n'est pas quelque part une mode et que peut-être qu'après, lorsque on espère qu'il n'y aura plus de guerre et que tout ira bien en Israël, peut-être que les Israéliens vont lâcher ça? D'abord, tout est possible. On a toujours des périodes de pendule, c'est-à-dire qu'on a des périodes où les gens sont plus religieux et puis après ils se rendent compte que ça leur prend la tête, alors ils vont abandonner, ils vont être plus autonomie, hétéronomie, c'est ce qu'on appelle en psychologie et en philosophie. Alors, et puis il y a des moments où il va y avoir une génération de gens qui vont être plus religieux et puis leurs enfants vont dire « tu m'as pris la tête ». Et eux-mêmes sont, en vérité, mais ils sont dans leur propre cuisine eux-mêmes, c'est-à-dire ils peuvent chanter des chansons de Shabbat jusqu'à 2h du matin et puis prendre leur moto et aller sur la plage. Ça veut dire qu'on a un phénomène
phénomène qui ressemble à rien, sauf exactement au judaïsme qu'on a connu il y a 2000 ans, avant, quand le peuple juif était sur sa terre. Ça veut dire que c'est un judaïsme qui revient, devient normal, naturel, qui n'est plus passé par cette modernité qui obligeait les gens à se rentrer dans une case en disant « je suis religieux, je suis athée, Personne n'est athée. Il n'y a pas d'athée dans les tranchées. Personne n'est athée. Tout le monde y croit, qu'on croit au peuple juif, qu'on croit à Dieu, qu'on croit à l'histoire du peuple juif. Les Israéliens disent « je suis athée, mais c'est Dieu qui nous a donné cette terre, c'est Dieu qui nous a ramenés sur cette terre, c'est un miracle, le plus grand miracle d'un peuple qui revient après 2000 ans d'exil. » Et qui vient ici, évidemment, et inévitablement, comme avait écrit justement le Rav Kook, quand les gens vont revenir à leur terre, quand ils vont revenir à leur langue, ils vont revenir à leur culture. C'est ce qu'avait écrit aussi Franz Rosenzweig et Schocken, et dans la lettre à Schocken de Schocken à Gershom Scholem. Ne croyez pas qu'on peut simplement appeler le Shabbat un jour, vous ne pouvez pas appeler Avoda, c'est le Beth Amikdash, c'est le temple. En fait, vous allez revenir et c'est un mouvement souterrain qui va vous exploser en pleine figure. Alors, est-ce que c'est temporaire, transitoire, éphémère? C'est pas un nouveau judaïsme, c'est un retour au judaïsme. C'est ce que vous nous dites, en fait. C'est celui que le prophète Élie critiquait en disant jusqu'à quand vous n'allez pas choisir votre camp? Alors vous allez vers les idoles, Baal, ou alors vous allez choisir Dieu. Choisissez votre camp. Arrêtez votre paresse intellectuelle. Eh ben, la normalité. Et Élie, il a fait Teshuvah, et il vient à toutes les Brit Mila, parce que les Juifs, qui sont peut-être soi-disant pas croyants, mais ils sont croyants pour le fait de faire la circoncision à leurs enfants, et qu'ils ont un sentiment très profond, sauf que dans la pratique, c'est pas facile toujours de respecter toutes les lois, alors je fais des accommodements, et les accommodements raisonnables, c'est pas trop grave, et en vérité, c'est comme ça que ça doit se faire par étapes. Ouais. Le judaïsme doit être reconnecté à la vie. Là, je suis en train de dire la fondation de ce qui est en train de se passer. On a un judaïsme qui n'est pas comme la religion qu'on fait à l'église et qu'on est chez nous, on vit normalement, rationnellement. Là, on n'est plus dans la dichotomie. Le peuple juif revient, Dieu fait partie de la maison, et la prière, et le synagogue, et le Shabbat, et le Kippour, c'est une nouvelle. Mais le Kippour, on fait du vélo, c'est ça la mitzvah de Kippour, c'est pas d'aller à la synagogue. Mais alors, vous parlez de ce qui se passe en Israël. Est-ce que vous avez pu vérifier, alors vous nous avez dit qu'en France c'était un peu compliqué, mais peut-être aux États-Unis, est-ce qu'on observe ce même phénomène à l'étranger, en Chutz-La'aretz? Alors à l'étranger, non, c'est pas, parce que là-bas, on est obligé d'avoir un judaïsme qui est coupé du monde. C'est un judaïsme qui ne tient pas la dimension politique, qui ne tient pas la dimension. C'est un judaïsme qui se tient au niveau du développement personnel, ça c'est très à la mode. Développement personnel, les relations interpersonnelles. Un peu. Voilà, quelque chose comme ça, interpersonnel, au niveau du couple, au niveau de la Kabbalah, qui va être des choses qui vont s'intéresser aux gens. Mais quand on veut parler de savoir est-ce que le peuple juif a quelque chose à dire au niveau de l'humanité, c'est qu'à ce moment-là, ça ne se vit qu'en Israël. Le reste, c'est pas quelque chose qui existe ailleurs. Et le phénomène en Israël est pris à une autre dimension, et tous les gens qui se baladent en Israël le sentent. Et certains savent mettre les mots, d'autres savent pas mettre les mots, mais ils sentent cette énergie énorme, qui est une énergie spirituelle, et qui est aussi influencée par les gens, les 500 millions d'Arabes qui sont autour de nous, qui eux aussi vivent dans ce sentiment. On vit avec Dieu, on est contre Dieu, avec Dieu, mais jamais sans Dieu. Alors, est-ce que, parce qu'on aime bien parler d'Alia, vous savez, à Kelita, est-ce que ce judaïsme ne risque pas de faire peur justement un peu à ceux qui sont encore à l'étranger et puis qui voient que peut-être que ce judaïsme qui est différent du judaïsme qu'en France, comme vous venez de l'expliquer, lorsqu'ils vont arriver en Israël, peut-être vont sentir une sorte de yérida, de descente spirituelle. Bon, voilà, dégradation spirituelle. Alors là, je vais être dur. En général, je suis sympathique, mais il y a quelques dizaines d'années ou quelques cinquantaines d'années, les gens disaient en Israël est un pays où l'identité par défaut est une identité laïque, et quand vous allez en Israël, vous allez jeter vos téphilines dans le port de Haïfa avant de rentrer, etc. Aujourd'hui, on n'est plus du tout là-bas. L'identité par défaut, c'est d'être pratiquant, en tout cas de faire le Shabbat, bien plus que ce que vit l'immense majorité des Juifs, évidemment, en France, puisqu'on a au moins 50% de mariage mixte en France, même si ça ne se voit pas, parce qu'on a dit que c'est quelque chose qui est un phénomène qu'on ne voit pas.
Et la deuxième chose, c'est donc l'identité religieuse. Et la deuxième chose, les mariages mixtes, évidemment, en Israël, ça compte pas 50%, ça 1%, 2%. Donc, les gens qui nous disent, vous allez en Israël, vous allez vous marier avec un catholique, mais non, mais c'est statistiquement, c'est pas, ça ne se passe pas. J'ai pu étudier sur des dizaines de milliers d'olim de France qui sont venus, c'est qu'ils sont devenus plus religieux venant en Israël. Leurs enfants sont plus religieux. Il y a une période où ils sont autonomes. Les enfants sont autonomes. Et en France, on les garde dans un carcan. Donc alors, leur seule façon d'être juif, c'est seulement par la religion. Alors c'est possible que pendant 5 ans, 7 ans, ils vont partir un peu ailleurs, et ils vont reconstruire à la fin. Si la maison était une maison relativement saine, et si leur judaïsme est un judaïsme de vie, on veut un judaïsme de vie, pas un judaïsme de mort. C'est pas une anti-nature, c'est avec la nature, et c'est ça le vrai judaïsme. L'autre judaïsme qui était coupé du monde, qui était nécessaire tant qu'on était en exil, celui-là, en vérité, c'est un judaïsme qui est très très limité. J'ai tendance à dire que c'est un judaïsme de bac à sable. Ça veut dire qu'il s'intéresse à l'individu, il s'intéresse à l'interpersonnel, éventuellement au communautaire, mais il ne parle pas à l'humanité. On n'est pas dans la bénédiction d'Abraham qui lui dit « tu seras une bénédiction pour l'humanité ». Pour ça, il faut avoir un État, une armée, la bombe atomique, et pouvoir dire « on va détruire le mal », que ce soit le Hezbollah, le Hamas et l'Iran, même si personne ne nous comprend. De la même manière que personne ne comprenait Abraham, aujourd'hui, 5 milliards de personnes qui suivent Abraham, et ben nous, on est seuls, mais ensemble, et on a un message à dire. On sait qu'on a raison, on combat le mal, ça coûtera cher, mais on est debout et on affronte. Et ici, c'est un judaïsme qui a du sens. C'est un judaïsme qui a un autre sens que simplement de mettre les téphilines ou de manger strictement cachère ou d'étudier une page de Guémara. Il s'agit d'un judaïsme qui est relié à la vie et qui devient un message pour l'universel. Est-ce que, quelque part, on terminera avec ça, Dov, est-ce que, quelque part, on se dirige pas vers un schisme entre le judaïsme à l'étranger, Angola, et le judaïsme en Israël? J'entendais hier Arnaud Krasfer qui lui-même disait les Juifs vont quitter l'Europe. Bon voilà. Donc de toute façon pour l'Europe, les Juifs vont devoir quitter parce qu'il y a des changements démographiques, parce qu'il n'y a rien à faire. Et la démographie, c'est la petite aiguille de l'horloge, on la voit pas bouger, c'est elle qui indique l'heure. Donc les Juifs de toute façon, le schisme avec les Juifs d'Europe n'existera pas. Il y aura ceux qui voudront être totalement universels, mais même eux risquent d'être mis à la poubelle et se mettre sur la touche. Et puis ceux qui vont rejoindre Israël. Israël, c'est devenu finalement la grande ville et la diaspora. En tout cas, certainement l'Europe, c'est la banlieue. Comme les gens qui en banlieue, tout à coup, ils habitent à Sarcelles ou ailleurs, et quand ils veulent sortir, ils sortent sur les Champs-Élysées. Là, c'est les Champs-Élysées. C'est là que l'histoire est en train de s'écrire. Et je peux qu'inviter les Juifs qui nous écoutent aujourd'hui à venir rejoindre sur le terrain, prendre le ballon et marquer les buts. Pas seulement de rester sur les estrades, d'applaudir ou alors de se prendre des hurlements contre eux et du harcèlement quand ils veulent pas, quand ils soutiennent leur équipe gagnante. L'équipe gagnante, c'est ici. L'avenir du peuple juif, c'est aujourd'hui et c'est ici. Très bien. Merci beaucoup en tout cas pour cette étude très intéressante et on se rend compte nous-mêmes lorsqu'on voit nos adolescents et nos jeunes dans les rues, que ce soit à Jérusalem, Tel Aviv ou dans tout le pays, que vraiment il y a ce retour à la spiritualité comme vous l'avez expliqué. Merci beaucoup Dov Maïmon d'avoir été avec nous ce matin. Merci beaucoup, bonne journée.